Le samedi 8 avril 2023, l'atelier d'histoire critique recevait l'historienne Mathilde Larère, enseignante-chercheuse en histoire et spécialiste des révolutions et du maintien de l'ordre au XIXe siècle. Dans son dernier ouvrage, Guns N' Roses, les objets des luttes féministes, paru en 2022 aux éditions du Détour, Mathilde Larère raconte avec érudition et humour l'histoire des objets, connus ou insolites, des luttes féministes. Ces objets racontent au fil des ans les libertés chèrement acquises, tant sociales, physiques, vestimentaires ou laborieuses des femmes. Mathilde Larère a choisi de se pencher sur une vingtaine de ces objets, symboliques des combats des féministes et outils bien réels de leur émancipation. On l'écoute. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence de l'atelier d'histoire critique. C'est notre première conférence ici à la médiathèque Jean Lévy. Donc on remercie Jérémy de nous accueillir dans ce nouveau lieu où on organisera nos deux prochaines, cette conférence-ci et la suivante, celle du mois de mai, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Mathilde Larère, historienne, spécialiste des mouvements révolutionnaires. Et comme je ne me suis pas foulé, je vais la présenter à l'aide de son dernier ouvrage. Mathilde Larère est enseignante-chercheuse en histoire, spécialiste du XIXe siècle. Elle enseigne à l'université Gustave Eiffel ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Paris. Et elle intervient régulièrement dans des universités populaires. Elle tient également une chronique d'histoire pour Arrêt sur Image et pour Politis, où elle co-dirige avec Laurence Decoq la rubrique « L'histoire n'est pas un roman ». Alors aujourd'hui, on est là pour présenter le dernier ouvrage de Mathilde Larère, qui s'appelle « Guns N' Roses, les objets des luttes féministes », que je tiens entre mes mains, qui se balade quelque part dans les collections des médiathèques lilloises, mais avec l'intrusion informatique, apparemment l'ouvrage n'a pas été localisé. C'est pour cela que sur la table de presse féministe qui a été mise gracieusement en consultation, vous ne le trouverez pas. Mais vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Puis on peut aussi attendre patiemment qu'il revienne ici en catalogue. Alors, cet ouvrage propose une entrée dans l'histoire par les objets. Et tu précises dans l'introduction qu'il s'agit bien d'objets de lutte ou d'objets des luttes et non d'objets féminins. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par développer sur cette distinction? Si tu as quelque chose à dire, ça t'inspire. Sinon... Ouais, ça tombe bien quand même, vu que c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors l'approche par les objets, c'est pas... on commence à être pas mal à en faire. Moi, ce qui m'a donné l'idée de faire le bouquin, c'est de fait parce que il y a plusieurs livres et émissions qui sont sortis en partant des objets, ce qui est un moyen finalement d'entrer dans l'histoire, d'accrocher le lecteur. C'est une technique, parce que moi, le bouquin que j'avais fait avant, Rage Against the Machisme, c'était plus une histoire longue et déroulée des luttes féministes. Et donc là, j'essayais de trouver un moyen d'accrocher différemment, de rentrer plus dans le détail et pas simplement en plantant le décor. Et dans ce cas-là, il y a deux approches possibles. Il y a la biographie qui permet plus d'incarner, c'est plus vivant. Mais des biographies de féministes, il y en a plein. Et puis le problème d'une biographie, c'est que c'est qu'une époque, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre justement mes époques en relation et pas me centrer sur une époque. Et c'est quand même centré sur une personne. Alors moi, ce que j'essaie de montrer, c'est les luttes collectives. Donc l'approche biographique n'est pas celle qui me va le mieux. Et donc les objets, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a un bouquin qui s'appelle le Magasin du Monde, qui est dirigé par Singaravellu et Venner, et qui part des objets, même si eux, c'est plus vraiment de l'histoire des objets, de leur mondialisation et de ce que ça révèle. Et l'émission de Boucheron, Faire l'histoire, qui part des objets aussi. Et je me suis dit, c'est malin en fait de partir de ça. Et ça fonctionne, c'est assez ludique par ailleurs à faire soi-même. Et il y a aussi, mais ça je l'ai appris plus tard, un groupe de chercheurs qui travaille, c'est le groupe de recherche s'appelle Matos, et en fait c'est sur tous les objets de lutte, mais pas uniquement les objets de lutte féministe, mais les objets de lutte sociale, des grèves, etc. Bon bref, donc c'est pas neuf, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé l'approche par les objets. À partir de là, j'avais deux choix, c'est-à-dire que soit je travaillais sur les objets des femmes, donc les objets qu'on leur assigne, bien souvent, les objets genrés, et c'est intéressant de travailler sur la question de la façon dont on genre les objets, sachant que parfois ça peut être par la couleur qu'on va les genrer. Quand il s'agit de se raser sous les aisselles, le rasoir il est rose, et quand c'est pour se raser la barbe il est bleu, et puis il coûte plus cher par ailleurs quand il est rose, parce qu'il faut croire que rose ça coûte plus cher. Et donc j'avais cette possibilité qui est intéressante, c'est intéressant de travailler là-dessus, mais je voyais déjà le plan donc
les Singaravello et Venner, ils avaient le grand magasin du monde et l'épicerie du monde, et moi j'allais avoir le bon marché, quoi. C'est-à-dire le stiletto, rouge à lèvres, enfin que... Et en fait, ça me mettait pas très à l'aise, surtout que moi, ce que j'aime raconter, c'est plutôt les luttes. Donc, j'ai choisi de travailler sur les objets des luttes, ce qui m'en a fait enlever pas mal, qui étaient des objets plus dans l'autre approche. Et là où j'ai été bien inspirée, c'est que, je ne le savais pas, mais au même moment, une journaliste, chercheuse aussi allemande, préparait un bouquin sur le genre des objets, le patriarcat des objets, qui est sorti à peu près juste après, et qui, justement, là, réfléchit à la façon dont les objets sont genrés. Donc on aurait pu faire doublon, ça aurait été con. Donc en fait, heureusement que je suis restée dans les objets des luttes. Alors, la particularité de ce livre, qui est absolument très agréable à lire, c'est qu'il est illustré. Il y a il y a quelques dessins qui sont très jolis, qui agrémentent les articles, donc les entrées par objet que tu proposes. Du coup, je voulais te poser la question sur l'apport du dessin, sur comment tu as travaillé avec l'illustrateur pour le choix de ces dessins. Alors, sachant qu'on avait prévu de les projeter, mais qu'on n'a pas de vidéo proche ici, donc on pourra proposer de faire circuler l'exemplaire que j'ai en main. Donc par exemple, ça c'est le dessin qui est mon préféré, et a priori un de tes préférés aussi, qui illustre l'objet pilule, et qui montre la charge mentale qui est associée à la pilule pour les femmes qui l'apprennent. Un petit mot sur l'apport du dessin, ce choix de glisser des illustrations de pleine page en tête de certains articles. Alors, donc c'est un travail avec l'illustrateur qui s'appelle Fred Sochard, je ne sais pas si vous le connaissez. Par ailleurs, c'est un graphiste illustrateur qui fait aussi beaucoup de jeunesse, que moi j'ai découvert parce qu'il fait aussi pas mal de dessins de presse, qui maintenant sont parfois même publiés, enfin Mediapart en prend un certain nombre. Et les dessins de presse, ça permet de bien de voir si on est en accord politique avec des gens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un dessin de presse de Sochard avec lequel je ne suis pas d'accord. Donc j'étais sûre d'avoir un accord politique avec ce qu'il pouvait présenter. Et qui par ailleurs a fait plusieurs dessins pour des affiches de Solidaire, pour des affiches, je crois qu'il y a une fois du SNES aussi, donc des affiches syndicales. Il avait fait des dessins aussi en soutien à l'humanité quand l'humanité avait manqué de fermer. Donc voilà, c'est un illustrateur qui est connu dans les milieux militants, et que j'avais déjà mis en contact avec... parce que j'ai une copine qui fait partie de la direction d'un théâtre à Ivry, un théâtre municipal à Ivry, qui s'appelle Antoine Vitesse. Et maintenant, il fait les brochures du théâtre. Et donc, j'avais vu qu'il travaillait, comme on le voit là dans cela, mais il l'avait déjà fait pour Age avant. C'est-à-dire qu'il est très habile pour utiliser des sources d'époque, des dessins d'époque, des graphismes d'époque, et de les mêler avec des dessins ou des graphismes très contemporains. Et donc, en fait, ça correspond... voilà, c'est la fée mécanique. Ça correspond tout à fait avec ce que j'essaie de faire aussi quand je fais cette histoire, c'est-à-dire montrer comment les luttes féministes se tendent la main du passé au présent, et comment les combats du passé se réactualisent dans les combats du présent, et combien les combats du présent peuvent aussi aller chercher finalement des moyens de s'armer intellectuellement dans les combats du passé. Et lui, en mêlant justement dans son graphisme ancien et moderne, ça correspond en fait à ce que je veux faire. Donc, je le connaissais avant ce bouquin, parce que j'ai fait le précédent avec lui aussi. Et en fait, c'est super de travailler avec lui, parce qu'on lui envoie le chapitre et il propose un dessin et il a tout de suite absolument compris. C'est juste magique. Il n'y a pas une seule fois où, avec les éditeurs, un éditeur, une éditrice, on lui a dit non, c'est pas exactement ça. À chaque fois, et il trouve, il y a une espèce de connivence. Parce que je ne l'ai rencontré que tard, en fait. Pendant très longtemps, c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté via Twitter. Mais quand j'ai rencontré, par ailleurs, c'est un gars absolument adorable. Ses gamins sont adorables. Enfin, voilà, donc c'est super de travailler avec lui. Et lui, justement, c'est ça qu'il aime aussi, c'est mélanger, aller chercher des vieilles lettres, des motifs anciens, insérer des bouts de gravure dans un dessin qu'il a fait. Et ça fonctionne bien.
Alors, on vous en montrera tout au long de l'entretien de cet après-midi, des dessins. On va garder un petit peu le suspense. Je précise avant d'oublier de remercier Sandra tout de suite parce que l'entretien qu'on va mener cet après-midi a été préparé avec Sandra qui est ici présent en premier rang. Merci beaucoup. Et peut-être commencer par l'introduction. Alors, juste sur le déroulement de la discussion, on pensait présenter 4 entrées, 4 objets, voilà, t'interroger sur les choix que tu as fait, donc parler 40-45 minutes et puis après laisser la parole à la salle si ça convient à tout le monde ici. Alors pour revenir sur l'introduction du livre, le livre s'ouvre sur le témoignage de 2 avorteuses qu'on surnomme aussi les faiseuses d'anges, donc Françoise et Catherine. Ça rejoint ce que tu disais juste avant sur le fait que ce ne sont pas des grandes femmes au sens où c'est pas des figures, enfin c'est pas Simone Veil par exemple. Non, c'est pas les femmes puissantes de Salamé quoi. Exactement. Donc il y a une différence de sensibilité qu'on perçoit tout de suite et donc une ouverture sur l'enjeu de l'avortement. Pourquoi avoir choisi d'introduire ton propos par ce biais-là? Alors, la réponse, tu la donnes, hein, c'est dû à ton contexte de rédaction. C'est pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait, bon, pour que vous compreniez, parce que là, si vous n'avez pas lu le bouquin, vous ne voyez pas à quoi ça fait référence, ça s'ouvre sur... finalement, je raconte un truc qui m'est arrivé, je me suis retrouvée dans une conférence, je devais faire une conférence pour MSF, qui était sur l'avortement. C'était alors quand l'avortement était toujours interdit en Argentine, à ce moment-là, il était encore autorisé aux États-Unis. Il y a eu une inversion entre les deux. Et MSF était divisé pour savoir si les équipes d'MSF aidaient des Argentines à avorter, mais donc clandestinement et illégalement contre le gouvernement argentin, ou est-ce que MSF ne pouvait intervenir que dans un cadre légal et donc laisser les Argentines dans la merde. Et donc surtout les nanas d'ailleurs d'MSF qui voulaient continuer à faire ces avortements illégaux dans le cadre de MSF, pour essayer de faire un peu pression, enfin voilà, un rapport de force, tout ça, vous devez connaître. Elles avaient organisé cette conférence pour sensibiliser, d'ailleurs ça a marché, parce qu'après ils ont continué, puis après de toute façon l'avortement a été autorisé, mais donc pour faire pression. Et donc moi j'avais été invitée juste pour faire un cadrage historique sur le droit à l'avortement, alors en France, pas en Argentine, parce que je ne connaissais pas en Argentine. Donc je me retrouve là, il y avait d'autres intervenants. Et avant, comme on a fait tout à l'heure, on est allé bouffer dans un resto, et j'étais donc face à Catherine. Catherine est une médecin de MSF qui pratique des avortements en Argentine, et une femme que je ne connaissais pas, âgée, Françoise. Et donc parce que c'était avant la conférence, donc je savais pas très bien, enfin on m'avait pas dit qui était qui, et je comprends que Françoise est une de ces femmes qui, dans les années 73-74, dans le cadre du MLAC, a fait des avortements par aspiration, des avortements Carman. Si vous avez vu le film Annie Colère, Françoise, c'est Annie Colère, voilà. Et donc, elle discute. Alors au début, comme on était toutes là pour l'avortement, on était en mode droit, là, les femmes, hein, enfin, un peu conceptuel et dans les luttes. Et là, en fait, les deux, face à moi, elles commencent à discuter très concrètement. Mais alors toi, tu prends des canules, quelle épaisseur, quelle souplesse, tu mets combien de vide, la pression, enfin, techniquement, l'acte de l'avortement par aspiration. Et en fait, c'était fascinant parce que moi, évidemment, je ne suis pas médecin, j'ai jamais pratiqué j'étais trop jeune au moment d'Annie Colère, j'aurais sûrement été dedans, j'aurais adoré. Mais je ne savais pas, et là, d'un seul coup, c'était technique. Et la fameuse Françoise prend son sac, le pose sur la table, ouvre et sort une canule et une seringue d'aspiration et les montre à Catherine en disant voilà, c'est avec celui-là j'ai fait les premiers à Marseille. Et donc Catherine qui regardait ça vraiment technicienne, et puis après elle me le passe, et moi en fait je me rends compte que ça fait des années que je fais des cours sur le MLAC, les avortements Carman, j'en ai parlé plein de fois, mais j'ai jamais tenu dans ma main la canule, enfin voilà, j'avais jamais vu ça. Et c'est un truc qui est resté mais super fort dans ma vie de féministe. Ce souvenir d'un seul coup, de quitter un peu voilà, les lettres, les sources, et puis d'avoir l'objet dans la main. Donc de toute façon, quand j'ai décidé de faire ce bouquin, j'avais ça en tête. Et évidemment, il se trouve que je l'ai rédigé au moment où les États-Unis reviennent sur l'arrêt Roe versus Blade. Et donc, ça me paraissait important d'ouvrir là-dessus. Donc, c'est le contexte et ce moment que j'oublierai jamais de Françoise sortant la canule
la canule de son sac. Alors d'ailleurs, le premier objet que je vous propose de discuter, c'est le cintre. Donc le cintre qui est discuté page 122, accompagné de cette illustration qui est aussi magnifique. Et le cintre que tu présentes comme un objet qui évoque ces avortements clandestins, tout en précisant que ce n'est pas le seul objet qui a servi aux avortements clandestins historiquement, et qui a fait, ce cintre, un retour fracassant dans les manifs de 2014 en Espagne et en France, quand le droit à l'avortement a recommencé à être menacé côté espagnol. On apprend dans cet article qu'au XIXe siècle, l'avortement, bien qu'illégal en France, tu parles d'une certaine tolérance au XIXe siècle, qui cesse après la Première Guerre mondiale. Donc on a même un témoignage dans le livre, un extrait d'un article, je crois, un témoignage de 1913 d'une dame qui raconte les mots de l'époque pour parler des avortements, qui donne les mots de l'époque. Alors on parle de retard dans la presse pour publier des petites annonces qui flèchent vers des avorteuses ou des avorteurs, et on découvre qu'en fait c'était déjà une pratique courante en France au 19e ou au début 20e. Est-ce que tu veux bien développer sur cet article sur le cintre ? Ouais. Sur tout ce que tu as dit. Voilà. Ouais. Oui, alors d'abord, je vais commencer par ce que tu as dit à la fin. Effectivement, on a tendance un peu à oublier que l'interdiction de l'avortement, en tout cas la mise en pratique de l'interdiction de l'avortement, elle est plus récente qu'on ne le croit et sur un temps moins long dans notre histoire. Parce que ce qui est compliqué, c'est que sur le papier, dans le code pénal, l'avortement est interdit par le code pénal napoléonien. C'est même considéré comme un crime et c'est passible de prison. Mais dans les prétoires, c'est jamais suivi des faits. Parce que, pour tout un tas de raisons, bon, d'abord, la France, les autorités sont malthusiennes. Donc, le mot d'ordre est à limiter les naissances, hein, surtout des classes populaires. Hein, et donc, on n'est pas du tout dans un encouragement à la natalité. Ça sera plus tard. Donc, on n'est pas dans une ambiance générale de critique de tout ce qui serait avortement et contraception. Je parle aussi de la contraception dans un autre... on l'a vu, la pilule tout à l'heure. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est justement ça. C'est-à-dire que le code pénal dit que l'avortement est un crime et qu'il est passible de peine de prison. Donc comme c'est un crime, il est jugé en assises, hein, face à des jurys, enfin des jurés, hommes à l'époque. Et s'il condamne, la nana ou l'avorteuse ou l'avorté, enfin l'avorteur ou l'avorteuse se retrouve en prison. Donc des peines lourdes. Résultat, qu'est-ce qui se passait dans les prétoires quand elles arrivaient devant les prétoires? C'était quand même aussi difficile de faire la différence entre une fausse couche et un avortement à l'époque. Hein. Il n'y avait quand même pas les mêmes moyens de vérifier si c'était l'un ou l'autre. Mais quand bien même, des fois, il y avait des procès, la nana, elle arrivait à émouvoir tout le monde en expliquant qu'elle n'avait pas les moyens de les élever, qu'elle avait déjà 2-3 enfants ou qu'elle était pauvre. Donc voilà, les jurés étaient émus. Ils n'allaient pas la condamner parce que sinon c'était l'envoyer 4 ans, 3 ans en prison. Ils n'avaient pas envie de faire ça, donc ils l'acquittaient. Et tout change au sortir de la guerre de 14-18, hein, suite à l'hécatombe démographique de la guerre et aux classes creuses qui sont évidemment liées à cette hécatombe démographique et finalement au fait que l'État finit par être, j'allais dire contaminé, mais c'est un peu exagéré, mais en tout cas sensible aux arguments populationnistes qui existaient par avant et qui considèrent que la France se dépeuple, ce qui est faux, hein, elle ne se dépeuple pas, juste elle a une croissance qui est un peu plus faible que ses voisins depuis un certain nombre de décennies. Et le mot d'ordre, c'est désormais un État nataliste. Il faut faire des enfants, on ne peut plus, en tout cas, être malthusien comme on l'était auparavant. Et ça va se marquer par des volets variables, notamment un volet répressif, parce qu'il y a aussi de l'encouragement, c'est ce qui va donner les allocations familiales, le premier texte sur la famille en 1939, il y a l'invention de la fête des mères, c'est pas Pétain, c'est avant, c'est la République, bref, tout ça. Et dans le volet répressif, il y a, entre autres, la question de l'avortement. Et donc, c'est une nouvelle loi, 1924. Sur le papier, ça a l'air mieux, parce que sur le papier, l'avortement devient un délit, a priori, c'est moins grave qu'un crime, et il est passible d'amende et plus de peine très lourde. Donc on peut se dire, c'est mieux. Non, c'est pire, parce que dans les prétoires, résultat, ce ne sont plus des jurés, mais des juges
moins faciles à émouvoir qu'un jury citoyen, et qui ont beaucoup moins de scrupules à donner comme peine une peine qui est moins lourde. Résultat, la criminalisation et la pénalisation des avortés et plus encore des avorteurs et des avorteuses, elle commence à partir de 24, elle va aller croissante. Les années où elle est la plus dure, c'est lors de la 4e République. Hein. Là où il y a le plus de procès et les peines les plus systématiques, c'est après Vichy. Vichy étant une parenthèse, que là, ça redevient un crime, mais même passible de la peine de mort pour l'avorteuse ou l'avorteur, avec la fameuse... il y a 3 femmes qui vont être guillotinées pour avoir pratiqué des avortements sous Vichy. Chabrol en a fait un film qui s'appelle Une affaire de femme qui le montre bien. Donc voilà, ça c'est pour le truc. Et le cintre est alors c'est pas des avortements Karman, hein, le cintre c'est pas les avortements par aspiration, c'est ce qui existe justement avant que Karman mette en place, invente, perfectionne une technique d'aspiration de l'œuf et que des féministes américaines en fassent une véritable philosophie de sororité dans le cadre de ces avortements. Mais en fait, avant, la seule chose pour avorter, c'est introduire un objet fin, long, rigide, et percer l'œuf, créer une infection. L'infection va entraîner la fausse couche, l'évacuation, et ensuite curetage à l'hôpital. Donc ça, c'est comme on avorte quand il n'y a pas de Karman, quand il n'y a pas la possibilité de l'aspiration, qui est beaucoup plus traumatique, beaucoup plus dangereuse, à la fois pour la vie, mais sinon pour la fertilité des femmes. Et donc le cintre est un de ces objets. Pas le seul, hein, parce qu'il y a tout. Je donne un certain nombre d'exemples. Si tu veux, je peux lire un extrait. Vas-y, comme ça, je bois un coup. Voilà. Non, mais on sent l'émotion de ce que tu as décrit, c'est-à-dire le moment où tu te rends compte que des femmes ont dû prendre des risques avec toutes sortes d'objets. Et en fait, tu expliques l'importance que ça a pour toi de décrire ce à quoi pouvait ressembler un avortement clandestin. Oui, puis c'est un moment où, dans le bouquin, je change de façon d'écrire parce que j'essaie d'avoir un style un peu rigolo quand j'écris pour que ça soit plus lisible. Et là, ça rigole pas, en fait. Alors, je voudrais lire un extrait donc, de l'article un passage de l'article consacré au cintre. Interrogée par Clémentine Autain sur France Culture en avril 2004, la féministe Benoîte Groux, pêcheuse en plus d'être pécheresse, comme elle le disait non sans humour, racontait avoir utilisé pour avorter du fil de pêche pour gros poissons. J'ai même fait ça une fois à ma sœur, mais c'était ça ou ne plus faire l'amour. Les femmes attendaient ensuite, dans la douleur, l'hémorragie, que la fausse couche soit suffisamment avancée pour qu'à l'hôpital, on procède à un curetage et à une antibiothérapie. Le plus souvent, elles étaient alors humiliées, curetées à vif, en guise de punition sans doute. Le risque était la perforation utérine, voire intestinale, et l'hémorragie qui pouvait être mortelle. L'infection nécessaire à l'expulsion pouvait devenir incontrôlable. Ce, d'autant que les femmes reculaient le moment de se rendre à l'hôpital, de peur, comme elles le disaient, qu'on leur raccroche le fœtus. Une attente souvent fatale. D'autres recouraient aux poires à lavement en caoutchouc que l'on trouvait dans les pharmacies familiales pour s'injecter de l'air, de l'eau additionnée de savon, d'alcool, de moutarde, de javel même. Manœuvre très dangereuse pouvant provoquer des embolies pulmonaires ou cardiaques, létales en quelques minutes. Ces lignes sont difficiles à lire, je sais, mais il faut rappeler ce qu'est un avortement clandestin. Tout le monde savait, personne ne disait rien, personne ne faisait rien. Oui, voilà. C'est pour réagir. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire du cintre, c'est un de ces objets abortifs utilisés par les femmes et qui montre comment aussi les femmes, dans leur lutte, ont su détourner des objets qui étaient des objets du quotidien, se servir de ce qu'elles avaient dans leur placard, en fait, à plein de reprises. Bon, après, il y a dont on parlait tout à l'heure, les canules et les avortements Karman, qui d'ailleurs, eux, utilisaient des pompes à vélo. Quand on n'avait pas de seringue, on peut très bien faire l'aspiration avec une pompe à vélo. Et je ne vous donne pas des techniques, faut quand même savoir un petit peu plus pour faire le Karman. Et voilà, et c'est autorisé. Et en fait, donc, le cintre va revenir... d'abord, le cintre est utilisé, pas le cintre, c'est l'aiguille à tricoter qui est utilisée dans les années 70 dans les manifestations pour demander le droit à l'avortement. Les manifestations du MLF, du MLAC, de choisir, soit c'était des aiguilles à tricoter que l'on brandissait, soit des queues de persil qui étaient aussi utilisées dans les avortements clandestins avec cette technique. Et bon,
disparition. Et moi, je redécouvre le cintre. La première fois que je revois un cintre, c'est une manif à Paris, dont je parle, en 2016, qui était une manif de soutien aux Espagnols, dont le gouvernement était en train de remettre en cause le droit à l'avortement. C'était une manif, par ailleurs, intéressante dans l'histoire du féminisme, parce que après vraiment des années de creux de la vague, comme on dit, où les manifs étaient vraiment faiblardes et on n'était pas très nombreuses, j'étais très surprise ce jour-là. Il y avait plus de 10 000 femmes dans la rue, surtout des femmes et quelques hommes, mais pour soutenir les Espagnols. Et j'ai vu un changement. On est en 2016, on est avant MeToo, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est MeToo qui a tout lancé, mais il y avait quelque chose qui commençait à se passer avant et on l'avait senti dans cette manifestation. Et c'est là que pour la première fois, je vois des gens avec des cintres. Moi, je ne comprenais pas du tout d'où ça venait. Bon, j'ai pas trop tiqué sur le moment. Bon, voilà, j'ai pas fait gaffe. Mais l'année suivante, le planning familial lance une campagne avec une main qui tient un cintre et écrit « Plus jamais ça ». Vous l'avez peut-être vu. Et il me demande de faire un fil Twitter pour expliquer le droit à l'avortement. Enfin, moi, en gros, j'étais Madame Histoire droit à l'avortement dans le truc. Donc, je le fais et c'était à nouveau le cintre. Et là, je me suis dit « Ah bah ok, c'est le cintre. » Bon, voilà. Et j'ai pas non plus fait gaffe à là où il y avait Françoise et Catherine, il y avait une exposition qui s'appelait On Abortion d'une artiste, alors je sais pas si elle est catalane ou castillane. Non, elle doit être. Ouais, non, je pense qu'elle est castillane. Et en fait, on rentrait dans la salle et donc c'était sur la question du droit à l'avortement dans le monde et il y avait un tas de cintres. Et moi, je me souviens très bien. Je suis arrivée, j'ai vu le tas de cintres, je me suis dit mais pourquoi il y a ça? Je me suis dit, ah oui, bien sûr, voilà, c'est arrivé vite. Mais je voyais les gens qui regardaient et qui ne comprenaient pas. Donc, c'est un objet, on ne faisait pas le lien automatique entre la défense du droit à l'IVG ou la dénonciation de son interdiction et le cintre. Alors que dans les manifestations de l'année dernière, quand on a appris la suppression de l'arrêt Roe versus Blade, moi, la première chose, je suis allée chercher un cintre dans mon placard et je suis sortie avec à République et il y avait plein de nanas qui avaient fait pareil. Donc, j'essaie de comprendre comment c'est arrivé, en fait. Comment on est passé des aiguilles à tricoter et du persil des années 70 au cintre à ce moment-là. Et de fait, ma mère, qui était une militante des années 70, quand il y a eu les manifs là, l'année dernière, elle m'a dit « Mais pourquoi c'est du cintre? Nous, c'était les aiguilles à tricoter. Enfin, le cintre, c'était pas le plus efficace. Enfin, il était beaucoup moins utilisé que les aiguilles à tricoter, parce que le cintre, il faut quand même le déplier, il faut qu'il soit bien droit. L'aiguille, elle est déjà plus facile à utiliser. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir comment un objet a été utilisé, pas forcément le plus souvent, mais a pu être utilisé dans des avortements, dans des avortements clandestins, puis est devenu un symbole d'une lutte contre l'interdiction du droit à l'IVG. Merci. En gros. Le deuxième objet dont je propose de discuter, c'est la crinoline. Alors, il y a aussi un dessin ici pour les personnes ici qui ne sauraient pas spontanément ce qu'est une crinoline. Alors, il y a même une petite définition en dessous. La crinoline, armature de baleine et d'acier flexible que portaient les femmes pour faire bouffer les jupes. Jusqu'à 10 mètres de circonférence, ce qu'on apprend en te lisant, la crinoline est à la mode jusqu'à la fin du Second Empire en France. Et pour son créateur, W.S. Thompson, son créateur l'a présenté comme une jupe cage. Oui, non, il avait le mérite d'être descriptif, ce gars-là. Alors, la crinoline, on apprend pas mal de choses, y compris que ça mettait la santé des femmes en danger. Tu veux développer sur ça ? Oui, alors parce que donc il y a une des sous-parties qui est sur les vêtements, avec justement ces vêtements, mais les vêtements que les femmes ont combattus. Certains d'ailleurs changeants, parce que le soutien-gorge, c'est a priori pour libérer les femmes du corset. C'est une communarde qui crée le soutien-gorge pour libérer les femmes du corset. Et après, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais brûlé. Ça, c'est un mythe des antiféministes, les femmes qui brûlent leur soutien-gorge. Mais en revanche, tout le mouvement No Bras veut se libérer des soutiens-gorge. Donc, je savais que j'allais le faire, celui-là, parce que c'est un objet intéressant, parce qu'il il passe finalement d'un objet plus de libération à un objet de contrainte. Je savais que j'allais parler du corset, parce que le corset aussi, voilà, on était... Mais la crinoline, je ne m'y attendais pas au début. Je l'ai découvert un peu par hasard, parce que je lisais une biographie d'Olympe Audouard, qui est une féministe du Second Empire,
moins connue parce qu'elle n'est pas intégrée à un groupe de féministes, et elle est entre les femmes de 48 qui sont un peu plus connues et les suffragettes aussi. Elle tombe au milieu, donc elle est moins connue. Et pourtant, elle a des textes assez extraordinaires, dont d'ailleurs j'ai vu le Guerre aux hommes, qui a récemment été réédité avec une super préface de Julien Marsay, qui est là-bas, j'ai vu. Bon, c'est une nana qui a une vie incroyable. Enfin, donc je lisais la bio de Olympe Audouard, et je vois qu'elle a écrit Guerre à la crinoline. Donc je me dis, c'est intéressant, il faut que j'aille chercher. Et donc je commence à chercher, et en faisant des recherches, je tombe d'abord sur des gravures. Alors des gravures, il y avait évidemment les gravures de crinoline, ça j'en ai rien à faire, mais il y avait des gravures telles qu'on en voyait souvent à l'époque, donc plusieurs petites vignettes qui racontent une histoire. Et alors il y en avait certaines qui étaient finalement assez misogynes, parce qu'il s'agissait de se moquer des nanas qui essayaient d'avoir des crinolines les plus larges possibles. Donc c'est coquette, c'est machin, c'est bidule, bon, classique. Et en même temps, j'en vois une où on voit une nana, c'est pas une crinoline qu'elle a, c'est comment dire, une espèce d'énorme foyer de feu. La crinoline s'embrase. Donc je me dis, c'est quoi cette histoire de crinoline qui brûle? Pour que ça arrive dans ce type de vignette, c'est que ça devait être un thème un peu répandu. Donc je commence à chercher, et en fait je me rends compte qu'effectivement, il y a un grand nombre de femmes qui, dans ces soirées à se balader avec ces robes hyper longues, dont elles ne contrôlaient pas exactement tous les bouts, et qui plus est qui fait un appel d'air, vu qu'il n'y a rien en dessous, et à une époque où on est éclairé qu'à la bougie et chauffé qu'au feu, les crinolines prenaient feu. Et en fait, donc au début, je me suis dit qu'il y a dû avoir 1 ou 2 accidents. Mais en fait, en creusant, alors il n'y a pas de chiffres pour la France, mais en Angleterre, sur une dizaine d'années, autour des années 1850, c'est quand même 3000 femmes qui sont mortes, brûlées par leur crinoline. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez dingue à ce moment-là. Et en France, il y a plusieurs, alors on le sait quand c'est des filles, sœurs et proches de ministres, l'un des premiers ministres, enfin on ne disait pas premier ministre à l'époque, mais de Napoléon III, meurt brûlé avec sa crinoline. Je ne sais plus, c'est la fille ou la nièce de Guizot qui meurt brûlée comme ça aussi. La reine d'Angleterre a fini par interdire les crinolines dans ses soirées, parce qu'elle en avait marre que les nanas se transforment en torches vivantes, en fait. Donc c'était pas rien comme c'est... Et ça, voilà. Alors le truc, c'est que je me souviens, parce que quand je travaillais là-dessus, j'en parlais à une de mes copines qui s'appelle Vanessa Caru, et qui, elle... est une indianiste, et qui bosse sur l'Inde de la fin de la colonisation, enfin début de la colonisation, et ouais, en gros, voilà, la colonisation. Et je lui dis ça, elle me dit, mais en fait, c'est mes saris qui brûlent, quoi. Enfin, c'est des vêtements qui brûlent aussi systématiquement, quand c'est à ce point répandu. C'est pas juste de la fumée qui tombe, enfin de la bougie qui tombe. Elle me dit, tu devrais creuser, ça sent le féminicide à plein nez, ce truc-là. Et bon, le problème, c'est que j'ai beau creuser, je vois rien qui permet de l'attester, donc je le dis pas tel quel, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec un très grand nombre de femmes qui meurent comme ça dans ces années-là, quoi. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par préciser ça, mais les différents objets qui font l'objet d'une notice dans ton livre sont classés par thème. J'aurais peut-être commencé par là. Donc, il y a les objets pour la rue, les objets pour l'égalité des droits, les objets pour son corps, notamment le cintre fait partie de cette sous-partie, les objets pour le travail et les objets de la garde-robe. Et donc, la crinoline, en effet, tu classes dans cette partie-là avec une entrée sur le pantalon, une entrée sur les poches, sur le corset, sur le soutien-gorge et sur le voile, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, j'aimerais parler maintenant de la barricade, puisque la première notice après l'introduction, c'est celle de la barricade, et donc de la présence des femmes sur les barricades, en fait, et de l'action de la présence des femmes dans les moments révolutionnaires, a fortiori qui peuvent aussi inspirer un certain nombre de luttes à gauche, pour le dire pudiquement, en France. Donc, tu parles de la barricade des femmes de la Place Blanche lors de la Semaine sanglante, qui a fait l'objet d'une littérature assez étayée. Tu expliques déjà que cette présence féminine sur cette barricade fait l'objet, au moment même où elle se déroule, d'interprétations différentes, en fonction qu'on se place dans le camp des communards ou dans le camp des Versaillais, mais tout en notant que dans chacun de ces deux camps, si on en parle autant, c'est que c'est sans doute une affaire inédite. C'est-à-dire que la barricade, et même encore aujourd'hui, elle charrie assez largement un imaginaire masculin. Du coup, tu discutes de la place des femmes mais aussi autour de la barricade, pour leur redonner une visibilité sur ce symbole de la lutte révolutionnaire et
Oui, oui, c'est pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la barricade de la place Blanche, qui est là effectivement pour être un arbre qui cache la forêt du combat des femmes. Mais ce que j'essaie de faire, c'est que quand on imagine la barricade, on imagine donc la barricade des hommes dessus armés de fusils, et c'est l'imaginaire qu'on a de la barricade. Il y a un beau dessin, il est magnifique le dessin. Là, franchement, il est trop beau. Ouais, il a mis une gravure d'époque dans la jupe de la combattante. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que on ne peut pas limiter la barricade à juste voilà, cet amas avec des hommes armés dessus, que la barricade, d'abord, il faut la construire, et les femmes participent à la construction largement. Il faut l'alimenter en boisson et en nourriture, ce qui est une tâche genrée classique des femmes, mais dont elles s'acquittent aussi lors de combats. Faut alimenter les armes en cartouches. À l'époque, on n'a pas une cartouchière qu'on charge, hein. Une arme, ça se charge. Donc en fait, on le sait parce que toutes les sources du maintien de l'ordre, quand ils récupèrent la maîtrise de l'espace, ils le décrivent. À l'arrière des barricades, il y a des ateliers pour charger les fusils, et c'est les femmes qui font ce travail. Et par ailleurs, donc la barricade, voilà, hop, barricade, c'est ça, pour ceux qui sont au fond, vous voyez pas trop. Voilà, donc ça, et puis il y a la barricade. Et en fait, donc vous avez les immeubles des deux côtés, les forces de l'ordre arrivent, sont arrêtées, et quand vous avez un régiment de la garde municipale, de la garde royale, de la gendarmerie, quelle que soit la force de l'ordre à ce moment-là, selon les périodes, les types avec les fusils, ils sont pas cons, ils sont pas debout en train de tirer, ils sont comme ça derrière la barricade, parce que là, ils sont tous en face. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Des immeubles sur le côté tombent. Tout un tas d'objets, des bassines, des tabourets, tout ce qui est un peu lourd, contendant et en même temps portable et jetable par la fenêtre. Et c'est ça, en fait, qui blesse les forces de l'ordre. Or, qui les jette? C'est les femmes. C'est vrai qu'elles ne sont pas avec le fusil, ou très peu, il y en a quelques-unes isolées, mais il y en a plein. Et il se trouve que moi, ma thèse, je l'ai faite sur une force de l'ordre, force de l'ordre et du désordre, parce qu'elle avait un peu tendance à passer des deux côtés de la barricade, c'est pour ça qu'elle me plaisait bien, la garde nationale. Et les gardes nationaux en 32, en 34, donc je voyais leurs blessures. Et en fait, ils n'étaient pas blessés par des coups de fusil, ils étaient blessés avec des traumatismes crâniens parce qu'ils s'étaient pris des bassines de nanas jetées du 4e étage de l'immeuble derrière lequel ils avaient été coincés par la barricade. Donc en fait, c'est efficace le combat des femmes sur les barricades. Sauf que quand on raconte la barricade, on raconte le combat armé, Gavroche, les Misérables et tout ça. On ne raconte pas ce combat de ces objets qui tombaient. Il y a un très beau tableau qui le montre et qui finalement... Sauf qu'on voit juste des mains qui jettent les objets. On ne voit pas forcément que c'est des femmes qui les jettent. D'ailleurs, c'était pas forcément que des femmes. Il y avait aussi des ados et puis des personnes plus âgées. Mais ceux qui étaient dans les immeubles participaient au combat, même si c'est de façon moins glorieuse et moins représentée que le combattant avec son fusil sur sa barricade. Ouais, c'est ce que tu dis en conclusion de ce passage, c'est que finalement la principale exclusion des femmes, c'est celle du fusil. C'est le fusil, ouais. Et que sinon elles sont présentes dans la confection, le ravitaillement et le soin des blessés aussi. Et qu'elles récupèrent par ailleurs le fusil. Elles finissent, justement, pendant la Commune, du fait de la débandade au moment de la semaine sanglante, elles se sont saisies de fusil et elles ont combattu. Le truc, c'est qu'elles avaient moins de formation aux armes à feu que ne pouvaient avoir les hommes, donc elles savaient moins bien s'en servir. Ça les a tenues à l'écart, alors que les hommes on leur apprenait à tirer, qu'ils soient chasseurs ou qu'ils soient militaires. Eux, ils avaient appris à tirer. Les femmes, on leur apprenait pas à tirer. Avant-dernier objet, avant de laisser la parole au public, celui qui clôt, enfin, c'est pas celui qui clôt, on va y revenir après, c'est amusant, il faudrait d'ailleurs que le livre soit revenu à ce moment-là. La question du voile musulman, qui fait l'objet de débats chez les féministes, et qui, tu le montres bien, indique déjà qu'il faut toujours parler de féminisme au pluriel, et que la question coloniale vient heurter le champ des luttes féministes, et vient même parfois fragmenter les féministes entre elles, et les opposer. Alors tu prends l'exemple d'Hubertine Auclair en Algérie, qui est soucieuse de la situation des femmes colonisées, mais ce qui ne l'empêche pas de reproduire un certain nombre de clichés à l'égard des femmes musulmanes. Est-ce que tu veux bien développer sur Hubertine Auclair, sur ce point ou... Oui, non, mais de toute façon, là, moi, je voulais faire un chapitre sur le voile, il était hors de question que je ne le fasse pas. Après, je savais que c'était une prise de risque, et je le dis au début, c'est-à-dire que, en fait, quand on écrit
quand on fait de l'histoire, on est situé, hein, je veux dire, je suis situé politiquement, socialement, etc. Et dans un débat qui déchire les féministes sur cette question-là, forcément, j'ai un point de vue. Et donc, je ne voulais pas faire comme si j'en avais pas enfin, voilà, présenter sans rien dire. Donc, j'affiche le truc dès le début. Moi, je suis absolument opposée à tous les discours qui veulent interdire le voile en France. Ça me paraît complètement délirant. Donc, je me suis dit, mais résultat, je vais m'en prendre plein la gueule. Parce que c'est une prise de position. Mais je trouvais ça plus juste de le faire. Et après, j'essaie de montrer comment, en historienne, on peut réintégrer cette question du voile. Donc, effectivement, ça, c'est la question des... De toute façon, c'est une question longue, hein. Les féminismes dits métropolitains ont été en général assez aveugles aux difficultés que pouvaient avoir les femmes colonisées. C'est la question... Auclair n'est pas la pire, hein, parce qu'elle est... par exemple, Auclair va se battre pour l'éducation des filles dans les colonies, quand d'autres n'en ont pas grand-chose à faire, mais Auclair, elle fait partie de tous ces gens qui pensent que la colonisation telle qu'elle est en place au moment où elle va l'avoir en Algérie n'est pas acceptable, mais qu'il y a une bonne colonisation. Donc c'est pas... Voilà, elle veut améliorer la colonisation, elle ne veut pas supprimer la colonisation. Et sur la question des femmes, elle a des textes où elle est à la fois sensible à ce que la colonisation a dégradé dans la condition féminine, et elle est aussi sensible à la position des femmes dans les sociétés précoloniales et des inégalités qui sont maintenues après. Donc elle voit les deux choses. Mais sur le voile, effectivement, elle est assez critique aussi. Alors, il y a un parallèle que tu fais qui est très intéressant entre l'obsession pour le dévoilement à l'époque coloniale, mais aussi encore aujourd'hui dans certaines sphères politiques françaises, et la question du dénuement dans les peintures orientalistes. Cette obsession pour dévoiler la femme indigène, dévoiler la femme musulmane. Alors tu rappelles l'épisode des cérémonies de dévoilement à Alger après le putsch des généraux, qui est organisé par les femmes des généraux putschistes, où on fait monter sur scène des Algériennes qu'on dévoile en leur disant, avec toute une campagne d'affichage, en disant « ôtez votre voile, vous serez quand même plus jolie ». Avec une violence dans la mise en scène qui est terrible. Oui, sans compter que les nanas, elles étaient forcées. Hein. Parce qu'en fait, sur ces questions de dévoilement, on a toutes les archives de la police, enfin de l'armée, du 5e bureau, qui est le bureau de propagande de l'armée. Enfin, on sait comment ça a été organisé. Donc tout ça est complètement maîtrisé du début à la fin. Et la plupart de ces femmes que l'on a mis en scène dans ces cérémonies de dévoilement à Alger, on est allé les chercher dans les faubourgs d'Alger. Soit elles ont été forcées, soit on les a payées. Donc c'est pas un dévoilement spontané du tout. Alors que toute la mise en scène médiatique tend à le faire croire, quoi. Et on retrouve toute la prétention civilisatrice de la force coloniale qui est présente à travers ces cérémonies-là, tout le présupposé qu'une femme qui semble le voile est une femme émancipée, des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Donc il y a aussi toute la question du continuum colonial aussi, entre cette période coloniale et certains discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Ah ben oui, non, ça c'est clair. Et le voile est un moyen de le montrer, mais il y en a d'autres aussi, hein. Mais oui, j'essaie de le montrer sur la question du voile. Sachant que par ailleurs, je crois, je me souviens plus si je le dis ou pas, parce que le problème c'est que je mélange les trucs que je raconte en cours et les trucs que j'ai mis dans mon... dans les sociétés européennes, et donc la France en particulier, jusque dans les années 60, les femmes avaient quelque chose sur la tête. Oui, c'est dans le livre. C'est dans le livre. Non, mais après, je ne sais plus si c'est... ma grand-mère, non, mais mes arrière-grandes-tantes, qui étaient à la campagne, elles avaient toujours un fichu sur la tête. C'était archi classique. Et au 19e siècle, tout le monde a quelque chose sur la tête. Merde, j'ai un problème de lentille. Soit un chapeau quand on a les moyens de se payer un chapeau, soit sinon un fichu, quoi. Et en fait, au 19e siècle, dans la rue, arriver près d'une femme et lui arracher son couvre-chef, c'est une cérémonie, c'est un acte d'humiliation de la femme. Et ça arrivait quand on voulait salir la réputation d'une jeune femme ou d'une femme dans un village, les gamins passaient et lui arrachaient son chapeau, parce que
être en cheveux, c'était être prostituée. Donc tout ça se rejoue et évidemment se précipite au sens chimique dans le cadre de la coloniale et décoloniale. D'ailleurs, tu cites le grotesque Manuel Valls sur la question de Marianne et le voile. Bah oui, parce qu'en fait, ouais. Bah, moi, je me souviens, ça m'avait rendu folle. Je le cite aussi dans l'intro d'où je me situe, parce que ça, c'est un peu mon histoire, mais ce qui a fait que j'ai été un peu connue, c'est parce que j'ai attaqué Valls sur Twitter. Hein. Donc, c'était en 2015, je pense. C'était le moment où ils étaient complètement en panique identitaire sur les burkinis dans les piscines et dans les plages. Et on était juste après... il y avait une maman qui, sur une plage, alors je ne sais plus si c'était à Cannes ou à Nice, elle n'était même pas en burkini, elle avait accompagné ses gamins et les policiers. Voilà, c'est ça, il y avait ces photos qui circulaient. Bon. Et Emmanuel Valls avait pris la parole et dans une espèce d'élan, d'énergie, il s'était mis « Ah, mais Marianne, à la tête, je ne sais plus comment elle disait, pas... » vide, non pas vide, à la tête nue. La poitrine au-dessus, je crois. La poitrine et les cheveux au vent. Enfin bon, bref, il était parti dans une espèce de délire comme ça, bref. Et moi, je me souviens, j'étais en train de regarder une série, et puis je regarde Twitter, et puis je vois que tout le monde se foutait de la gueule de Valls. Et donc je regarde, je vois ce qu'il a dit, et j'ai juste écrit au début, Marianne, elle a le sein nu parce que c'est une allégorie, #crétin. Puis je pars, tu vois, le truc à la con, le tweet débile. Sauf que après, je romance ma série, puis je me dis non, il faut que j'explique en fait. Et donc, j'ai fait un long fil où j'expliquais l'allégorie de Marianne, pourquoi elle a la tête couverte, pourquoi elle a parfois la tête couverte d'un bonnet phrygien quand c'est la Marianne radicale, et pourquoi la tête parfois couverte d'une couronne de rayons quand c'est la Marianne libérale, que la poitrine nue. Enfin bon, je ne vous fais pas l'histoire de Marianne, je fais du agulon à 2 balles, mais en même temps, voilà. Et en fait, c'était le délire, parce que le lendemain, j'avais tous les médias dans mon cours, enfin, c'était le bordel. Bref, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est resté un moment... parce que il disait n'importe quoi de Marianne, parce que vous n'avez pas une image, enfin, en tout cas, dans les Mariannes anciennes, vous n'en avez pas une où elle a la tête découverte, parce que ce n'est pas envisageable au 19e siècle de figurer même une allégorie la tête découverte. Hein. Et même les récentes, hein, Marianne, elle a son bonnet phrygien, hein, c'est pas possible autrement. Donc en fait, il racontait de la merde, et en plus de la merde islamophobe, donc voilà, je m'étais énervée. Alors du coup, ça me fait une parfaite introduction du dernier objet que je voulais évoquer. Qui a le livre entre les mains? Alors il faut aller au fond du livre, vous allez présenter le... Alors la question que je te poserai, c'est est-ce que Manuel Valls doit être passé au couillomètre? La couillotine. La couillotine. Alors la couillotine, mesdames et messieurs, un engin pour castrer les mascus. Évidemment, c'est un fantasme d'antiféministe. Hein. Voilà. Pourquoi avoir terminé ton ouvrage sur un objet fantaisiste, mais à la fois sympa, quoi? Alors, là aussi, des fois, il y a des trucs qui viennent de notre histoire, hein, quand on fait un livre. Donc le livre, il s'ouvre avec les canules de Françoise que j'ai tenues dans la main, et il se termine par la couillotine. Moi, je ne sais plus comment j'ai découvert la couillotine. La couillotine, c'est un pied de nez artistique d'un artiste belge qui s'appelle Michel Antaki, qui est hyper drôle, qui faisait partie du club des éjaculateurs précoces. Enfin, voilà, comme les Belges peuvent faire des trucs extraordinaires. Enfin, il était vraiment hyper marrant. Et donc, lors d'une expo irrévérencieuse et impertinente, il invente cette couillotine. Et moi, je la découvre, je ne sais pas comment. Un jour, j'ai dû la voir passer. Je me suis dit, oh putain, ce truc est trop drôle. Donc, j'archive la photo. Et en fait, bon, je suis sur Twitter. Sur Twitter, je peux vous assurer qu'on s'en prend plein la gueule. Hein, c'est extrêmement dur. Donc, il y a des moments où je ne réponds pas. Quand je suis de bonne humeur et rieuse, j'envoie une carte de désaveu. Les cartes de désaveu, c'est une dessinatrice qui s'appelle Sandrine Deloffre, mais un des noms qu'elle utilise à un moment, c'est Garage Deloffre. Mais Sandrine Deloffre, en fait, elle fait des petites cartes carrées avec un rond qui est fait en fleur, licorne, c'est tout choupi-choupi. Enfin, on est en mode bisounours à fond, et au milieu, il y a écrit « Bois mes règles ».
ou voilà, Emma Watson ne sait pas que tu existes ou crève. Enfin bon, il y a le contraste entre la mignonitude du cadre et c'est vrai que des fois, quand il y en a un qui m'embête un peu trop, je lui envoie la carte de désaveu, bois mes règles, et j'ai toujours trouvé ça un peu cash mais drôle. Et quand vraiment il m'embête, j'envoie la photo de la couillotine d'Antaki. Et c'est devenu une blague chez les copains de dire « Ah là là, celui-là, il va se prendre une couillotine de Mathilde ». Donc, je voulais absolument mettre la couillotine. Et par ailleurs, ça me permettait de faire donc, ce que tu as dit, d'expliquer que tout le fantasme des femmes qui voudraient couper les gonades et masculer les hommes, et que la guerre des hommes, enfin tous ces fantasmes sont des fantasmes d'antiféminisme. Ça me permettait au passage de faire quelques tacles à Freud que j'avais envie de tacler et que je n'avais pas réussi à le faire avant, donc ça permettait les fantasmes de la femme castratrice, genre, hein. Donc j'ai pu terminer là-dessus. Et j'avais envie que Fred me dessine une couillotine. Et il a d'ailleurs bien réussi, parce qu'au début, il avait du mal. Hein. Il se dit « ouf, puis c'est déjà une œuvre d'art. » Donc... Et en fait, il l'a exagéré, parce que vous avez dû voir, il a inventé des petits oiseaux, en plus, qui sont des oiseaux sécateurs, des oiseaux ciseaux. Donc il y est allé franchement, parce qu'il a compris finalement, voilà, et il a fait quelque part un peu une carte de désaveu dans la couillotine, hein, puisque c'est des petits oiseaux qui sont là pour couper les couilles des mecs. Pas mal. Voilà. Ok. Les entretiens de l'atelier Histoire Critique sont rediffusés à la radio sur Pastel FM à Roubaix et sur Micro Rebelle à Lens. Micro Rebelle, c'est une radio en ligne. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on va passer à la phase de questions. Et je vais me lever, si ça ne vous dérange pas, pour qu'on puisse enregistrer votre question et la réponse de notre intervenante. La parole est donc à vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir, qui auraient des questions sur ce qui ont été dit ou des envies de développement particulier? Je me déplace. Il se déplace. Vous pouvez vous lever peut-être pour que je m'entende. Déjà, je vous remercie parce que c'était vraiment super intéressant. Et ensuite, je me demandais si dans vos recherches, vous étiez tombé sur l'épingle à cheveux qu'on utilisait, je crois, c'est au 19e siècle, que les femmes avaient utilisé comme une arme de défense. Je ne sais pas si vous êtes passé sur cet objet-là ou pas dans vos recherches. Alors, j'aurais pu, effectivement. Le truc, c'est que moi, c'était vraiment dans les défenses des luttes féministes. Hein. Or, ça n'a pas été utilisé comme un geste dans un répertoire d'action. Ça pouvait être un moyen de défense individuelle de femmes. De même que j'écris dans l'intro que le bouquin, finalement, on peut très bien l'utiliser aussi en le balassant à la tête d'un harceleur. Finalement, tout objet est utile dans une lutte. Mais là, c'est une lutte de défense. Or, il n'y a pas de... J'ai pas trouvé... Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que j'ai pas trouvé des moments où des groupes féministes diraient qu'il faut attaquer les hommes à coups d'épingle à cheveux. En revanche, hein, ça c'est marrant parce que j'avais retrouvé ça quand il y a eu tout un moment où il y a eu une espèce de panique, mais finalement justifiée, hein, sur des nanas qui se faisaient piquer dans les boîtes de nuit. Et en fait, la question des femmes piquées, c'est ancien. Et notamment sous la monarchie de Juillet, il y a tout un moment où des femmes se font piquer, on ne sait pas exactement à quoi. Il y a ces angoisses qui circulent et c'est quelque chose qui revient souvent dans l'histoire. Hein. C'est cette menace qui pèse sur les femmes et qui passe par la piqûre qu'on ne sent pas, mais dont on ne sait pas très bien ce qu'elle va faire, mais on est inquiet. Enfin, mais là, en revanche, c'est pour ça que je n'ai pas mis dedans. J'ai pas mis les... Alors, j'aurais pu... voilà, c'est pour ça que l'objet n'y est pas. Mais il y a d'autres choses. Non, mon gros regret, pour être honnête, hein, j'ai pas pu le faire parce qu'en fait, on arrivait au nombre de signes et qu'il y a un moment, il faut arrêter. Et puis, de toute façon, il fallait rendre. J'aurais aimé faire un truc sur le tricot. J'avais prévu de faire quelque chose sur le tricot, même si l'utilisation du tricot dans les luttes féministes contemporaines est plus, c'est plus aux États-Unis, en Angleterre qu'en France. En France, il y a des clubs de tricot féministes. J'ai plein de copines féministes qui tricotent, donc on commence à l'avoir, mais on n'est pas dans les Pussy Hat et l'équivalent qu'on peut trouver
notamment, ou alors au Canada, je ne sais pas si vous avez vu, au Canada, il y a une conseillère municipale, hein, et pour montrer l'inégalité de parole dans le cadre du conseil municipal, elle tricote pendant le conseil municipal. À chaque fois qu'un mec cause, elle fait une ligne verte, et à chaque fois qu'une nana cause, elle fait une ligne rouge. Et puis à la fin, elle monte l'écharpe. Évidemment, vous vous doutez bien la couleur de l'écharpe dominante. Bon, voilà. Mais je trouvais plein d'exemples d'utilisation du tricot dans des luttes féministes contemporaines, mais pas en France. Et moi, j'avais envie de parler des tricoteuses, enfin voilà. Et à un moment, bon, je sentais, j'avais un peu du mal à le tenir, ce chapitre, parce que ça me faisait comparer des trucs, enfin, c'était pas très solide. Et quand j'ai vu qu'en plus, de toute façon, j'avais pas assez de pages, je l'ai laissé tomber. Mais je regrette parce que je pense que de fait, le tricot est un truc et que j'aurais dû en parler, même si j'avais fait quelque chose de court. Mais j'aurais dû évoquer ce retour du tricot qui, par ailleurs, permet de faire ses propres pulls, qui change enfin, il y a tout un truc intéressant dans les clubs de tricot qui se développent. Bonjour, merci pour la conférence. J'ai cru comprendre que vous aviez dû sélectionner certains objets et en laisser d'autres. Est-ce que vous avez dû abandonner beaucoup d'objets et est-ce que vous envisagez éventuellement de faire un autre livre pour, s'il y a suffisamment de ces objets, faire un autre livre du même acabit avec d'autres objets? Alors, de fait, oui, il y en a que j'ai soit il y en a, j'arrivais pas à trouver assez de matériel pour écrire dessus, soit le tricot, j'avais quand même du matériel, mais j'arrivais pas à le tenir. Puis il y en a que j'ai découvert depuis. Mais non, je compte pas faire un tome 2 parce que c'est saoulant de refaire la même chose, même si c'est pas sur les mêmes objets. Non, là, je vais plutôt refaire. Là, je suis en train de rebosser sur un livre, mais sur en fait toutes les luttes sociales pour arracher les droits. C'est à cause de enfin voilà, pour raconter l'histoire des luttes qui ont arraché les 8 heures, les congés payés, la retraite, la sécu, voilà, pour qu'on arrête d'oublier que tout ce que l'on a, tous ces conquis, justement on les a conquis, quoi. Et que c'est l'objet de lutte et que ça permet aussi de voir que les luttes actuelles, elles ont raison d'être, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des droits qui vont de la liberté de la presse à la question de l'eau, voilà, le droit à l'eau. Donc je suis en train d'essayer de travailler là-dessus. Ce sera pas la même chose. Autant les objets, j'étais dans le précis. Là, je vais plus faire quelque chose de très synthétique. Mais voilà, en gros, développer Bourdieu, l'histoire apprend que tout ce dont, je ne sais plus quel est le terme, mais tous les droits dont on dispose n'existent pas sans un mouvement social derrière, en fait. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors la question que je me pose est celle-ci. Est-ce que vous vous êtes intéressé à des objets spécifiques aux luttes féministes ou à l'oppression des femmes dans des sphères culturelles qui ne sont pas occidentales? Alors vous avez bien sûr évoqué le voile, mais du point de vue des femmes qu'on veut dévoiler en France par exemple, mais bon, voilà, on a vu les femmes iraniennes qui, elles, pour beaucoup, veulent enlever leur voile. Donc voilà, c'est ça ma question. Est-ce que vous êtes intéressé à ce genre d'objets qui ne sont pas strictement occidentales? Merci. Alors, je m'y intéresse, mais par contre, je n'en ai pas parlé parce que moi, je travaille sur l'histoire de France. À force de travailler sur la question des féministes, je connais des choses sur les féminismes et encore plutôt fin 19e anglo-saxon, mais les autres espaces, je ne les connais pas. Et le risque, c'est de dire des grosses conneries sur des espaces où, en plus, ce type de grosses conneries est particulièrement préjudiciable. Donc, c'est vrai que je ne parle pas des autres espaces, laissant à celles et ceux qui en sont spécialistes la possibilité de... Enfin, voilà, j'adore lire ce qui est écrit là-dessus, mais je maîtrise pas assez les contextes pour... en fait, ce que je fais, c'est de la vulgarisation qui s'appuie sur des recherches et qui surtout dans le dernier, qui se matine de recherches personnelles. Mais la vulgarisation, elle n'est possible que si on connaît super bien le contexte. Sinon, soit on oublie des choses importantes, on fait une mauvaise sélection d'informations, soit on dit des bêtises. Et donc, moi, je ne prends pas le risque. C'est pour ça que je parle très très peu aussi des siècles antérieurs. J'écris pratiquement jamais, même sur le 18e. Au pire, je remonte à 1750. Dès que j'ai pas une très bonne connaissance du contexte, je prends pas le risque de dire des conneries.
Donc c'est sûr, enfin, j'aimerais bien qu'il y ait, enfin, l'idéal, c'est que l'idée soit reprise par un. Il faudrait un collectif en fait là, parce qu'en fait, il y a un moment où il faut des collectifs parce qu'une seule personne ne peut pas tout connaître, mais un collectif comme le Grand Magasin du Monde, faire vraiment l'équivalent, et que là, il y ait des chercheurs et des chercheuses indianistes de tous les continents, de tous les espaces. Et là, ça sera absolument passionnant, ça j'aimerais bien, mais moi, je ne peux pas le faire moi, quoi. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion justement sur l'évolution des objets. Vous parliez de l'aiguille à tricoter dans les années 70 et aujourd'hui, dans les périodes plus contemporaines du cintre. Est-ce que c'est pas tout simplement une question aussi d'habitude? Dans les années 70, on avait plus l'habitude de toutes peut-être de tricoter. Aujourd'hui, il y a certaines femmes qui se remettent au tricot, mais c'est quand même plus exceptionnel. Donc, et puis, il y avait aussi l'avortement était encore illégal, donc on savait vraiment comment utiliser. Aujourd'hui, on est peut-être aussi plus sur une vision fantasmée de comment on avorte. C'est peut-être pour ça que l'objet a évolué. On a plus facilement un cintre. Voilà, c'était une réflexion pour avoir une réflexion plus approfondie de votre part sur cette évolution des objets utilisés. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en 2016, ils sont tous présents, les objets. Alors, donc, les Espagnols, j'ai pas regardé le détail des manifestations espagnoles, mais ce qui ressort des photos des manifestations espagnoles, là, c'est le cintre. En revanche, en France, dans la manif de 2016, il y a des cintres, il y a des aiguilles à tricoter, il y a des affiches qui évoquent les aiguilles à tricoter, il y a des affiches qui évoquent la queue de persil. Donc, tout est là, tout est présent. Et au même moment, en Suisse, il y a un référendum, parce que là, le gouvernement ne veut pas remettre en cause le droit à l'avortement, mais veut remettre en cause son système de financement. Donc il y a un référendum pour savoir si on doit laisser le remboursement par la Sécu de l'IVG ou pas. Et dans le mouvement suisse, qui est en Suisse très important, parce que... Et qui est exactement contemporain, c'est les mêmes jours que ce qui se passe en Espagne à ce moment-là, c'est l'aiguille à tricoter. Le slogan, c'est « on ne va pas retourner au temps des aiguilles ». Et ce qu'il y a, c'est que personne, ça c'est pas du tout, ça n'a pas circulé en France, il n'y a pas eu de soutien aux Suissesses et aux Suisses qui vous défendez donc le remboursement de l'IVG en Suisse, en France. Il n'y a pas eu de manifestation devant l'ambassade suisse, par exemple. Alors que le soutien s'est fait parce que les réseaux de circulation militante sont plus fréquents entre finalement l'Espagne et les milieux féministes espagnols français qu'avec la Suisse, qui en plus avec ce système de référendum, on est un peu paumé, ça passe pas trop. Et donc c'est le cintre qui arrive et pas les aiguilles. Mais ce qui est drôle, c'est que en 2016, il y avait encore tout. Tout était encore possible. Et c'est un choix qui est fait... c'est le planning familial et après... Parce que si c'est passé aussi comme ça, c'est que d'Espagne, ça passe ensuite en Amérique du Sud. Ça devient des emblèmes des Argentines, des Brésiliennes, des Chiliennes qui essaient d'arracher, et pour les Argentines, y arrive, le droit à l'avortement. Et ensuite, ça repasse en Amérique du Nord. Donc, c'est un chemin très, très intéressant de circulation d'un symbole de lutte qui... Alors, pour l'instant, j'ai l'impression, le problème, c'est que, il faudrait que j'aille chercher plus, mais pour l'instant, je le vois vraiment apparaître en Espagne autour de 2016. Mais j'ai pas réussi... Alors, le problème, c'est que je lis pas non plus le castillan parfaitement, mais et je pense... j'ai pas trouvé, pour l'instant, de chercheurs ou de chercheuses qui auraient fait la généalogie et qui auraient dit à quel moment ça s'impose en Espagne. Mais très clairement, 2015-2016, c'est ça qui est choisi. Alors effectivement, on a plus souvent de nos jours de cintres que d'aiguilles à tricoter. Mais comme c'est... Parce que là, il y a l'objet, mais la plupart, c'est des affiches. Moi, j'ai surtout des affiches avec des dessins. Donc, c'est pas forcément le vrai objet qu'on a dans les manifs. Finalement, le planning familial, si dans sa main, il avait mis 2 aiguilles, ça aurait imposé à nouveau l'objet des aiguilles aussi, quoi. Surtout que le cintre, c'est moins évident. L'aiguille, on le voit, on imagine.
Le cintre, moi j'ai quand même, enfin à chaque fois que j'essaie je parle de ça aux étudiants, ils comprennent pas un cintre, ils croient qu'on va avec le truc chercher. Je dis mais non, il faut le déplier. Mais c'est, en fait, comme les gens n'ont pas forcément la connaissance de la pratique réelle de l'avortement avec sonde ou ersatz de sonde, ben, le cintre c'est pas du tout évident. Et c'est fou le nombre de fois où j'ai des étudiants ou des étudiantes qui disent mais on fait comment, enfin ils imaginent je dis non, surtout qu'en plus des fois maintenant il y a des cintres qui se déplient pas donc ils pichent pas. C'est ça qui me fait marrer, c'est quand les gens sortent en manif avec des cintres en bois. Non en fait non, ça ne marche qu'avec ceux. Alors ici on a une réaction. Non, c'était juste pour dire peut-être dans les objets anticolonial, il y avait le peigne là particulier que les femmes africaines elles vont avoir pour leurs cheveux. Et que du coup, que j'ai vu revenir dans des images, quoi, qu'on voit voilà, chez les féministes africaines, de ce peigne-là est spécifiquement avec toute l'idée de revenir aux cheveux non traités africains et d'aller plus vers du soin sur le cheveu tel qu'il est lui-même, quoi. Oui, il y a ça par exemple là dans l'expo, je sais pas si... Et si vous allez à Paris, à la Maison européenne de la photographie, il y a une expo d'une photographe sud-africaine qui documente d'abord toute la communauté LGBTQIA+ d'Afrique du Sud et les questions féministes, et notamment elle se représente avec tous ses peignes. La photo est magnifique. Alors là, la deuxième difficulté, c'est que moi, ce que j'ai essayé pour sélectionner, c'est qu'il fallait que les objets aient une histoire un peu longue, qu'il n'ait pas un usage uniquement contemporain. Et là, enfin voilà, il aurait fallu que j'aille chercher des choses, mais oui, ça aurait pu être un objet. Et tout à fait. Ben voilà, j'aurais dû faire le peigne. Alors, puisque depuis 1h15 on parle des objets des luttes féministes, tu termines l'ouvrage aussi en disant que un de tes buts rêvés, ce serait la création en France d'un musée des luttes féministes. Et on en a parlé ce midi, mais vous n'êtes pas censé le savoir. Mais on a appris entre-temps, je ne sais pas, peut-être que tu le savais déjà en rédigeant, qu'à Angers, un musée des féminismes doit voir le jour en 2027. Sachant qu'à Angers se trouve déjà une partie des archives des mouvements féministes. Alors ma question est simple, comment tu accueilles cette nouvelle ? Bah avec joie, c'est super, c'est génial. En plus, Christine Barr est hyper légitime à faire ce musée. Elle a déjà créé Muséa, qui est un musée en ligne. Donc de toute façon, voilà, toute initiative, elle est super. Non, ça, je suis hyper contente. Bah, va falloir aller à Angers, puis c'est tout. Mais c'est bien aussi, on a marre que tout soit à Paris. Là, c'est le but de notre organisation, de notre association. Tout se passe par Paris. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir dans ce musée ? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce que tu as déjà des informations sur ce qui sera dedans ? Non, parce qu'en fait, pour l'instant, il y a surtout des archives qui ont été rassemblées autour de Christine Barr. Donc, il y a les archives, il y a des trucs qui sont... de toute façon, les vieux tracts, tout ça, c'est toujours super émouvant à voir. Mais ils ont commencé tout juste les acquisitions et le premier tableau a été acheté par voie de souscription, qui est un tableau qui a comme intérêt de représenter Maria Véron lors d'un meeting donc pour le droit de vote des femmes, et qui est donc un vrai tableau qui représente une femme à la tribune qui fait un meeting. Enfin, c'est rare. Le problème, c'est que le peintre est un mec. Moi, j'aurais préféré que le premier tableau, ça soit une peintresse. Enfin bon. Mais bon, pour l'instant, le problème, c'est que ça n'y a pas. Donc, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il va falloir trouver. Si j'ai bien compris, parce que j'ai écouté plusieurs émissions où elle l'explique, il va y avoir une collection permanente qui ne pourra pas être énorme. C'est dans les locaux de la fac. Si on avait des locaux à la fac, ça se saurait. Autant vous dire que vu comment on galère pour remplacer un truc, toutes les salles sont prises, donc je pense que il n'y aura pas un très très grand espace, ce qui est dommage. Moi, je sais pas, je ferais bien un musée du féminisme au Sacré-Cœur. Ah non, merde, c'est encore à Paris. Mais voilà, on le récupère et on le transforme en musée du féminisme, ça serait drôle. Bref, mais bon, il y a des lieux, un lieu un peu important. Et il y aura surtout des expos temporaires. La première, ça va être sur les femmes et la rue. Peut-être qu'on aura des extraits de ton article sur les barricades. Peut-être. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ou des réactions ? Non ? Madame. Je cherchais la bibliographie.
En fait, c'est à la fin de chaque chapitre. Voilà. Non, en fait, je l'ai mis à la fin de chaque chapitre parce que dans des livres de synthèse, c'est plus logique de mettre à la fin parce qu'on va tout utiliser à plein de moments. Là, chaque objet a sa bibliographie propre. Donc, et surtout qu'en plus, je fais beaucoup référence des fois à des films, enfin, il y a des sources et donc j'en donne c'est sources et biblio à la fin. Donc en fait, à la fin de chaque chapitre, il y a la biblio et les sources. Et après, il y a une source parce que j'essaye de mettre des textes, des chansons. Enfin, j'essaie de varier le type de source pour les faire connaître. Et puis parce que, en fait, c'est pas toujours très facile de faire rentrer les femmes dans l'enseignement de l'histoire et les manuels scolaires donnent pas forcément beaucoup de textes qui sont écrits par des femmes ou qui sont dans ces enfin, voilà, qui traitent de ces questions-là. Donc j'ai essayé de donner un peu du matos en présentant des sources dans le cadre du bouquin. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Alors, dans ce cas-là, je propose de clore la rencontre. N'hésitez pas à consulter la table de presse. Je ne sais pas comment on dit ça, la table de presse. Bon. Les ouvrages proposés qui appartiennent au fond de la médiathèque. On remercie Jérémy et la médiathèque de Jean Lévy et Mathilde Larère aussi pour s'être déplacée. Merci beaucoup.